Votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Bienvenue sur Radio Mayuri dans votre rubrique Focus. Notre invité aujourd'hui est le docteur Rollin Belloni. Avec lui, nous allons commenter l'actualité. Bonjour docteur Belloni. Bonjour Monsieur Plaisir et merci de m'inviter dans un cadre, j'allais presque dire idyllique, parmi les palmiers, la place principale de la capitale, où moi aussi j'ai beaucoup de souvenirs. En tout cas, c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté votre invitation. Effectivement, nous nous trouvons sur la place des Palmis. Alors le premier sujet que nous allons évoquer, c'est l'immigration, bien évidemment. On a vu cette semaine les forces de police, la mairie intervenir sur la place des Amandiers pour évacuer ces migrants. Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à cette scène, elle est même assez récurrente. On a l'impression d'être face à un puits sans fond. Comment sortir de cette situation-là, docteur Belloni ? Vous l'avez très bien dit, c'est un puits sans fond, alors peut-on s'en sortir? Je voudrais dire simplement qu'il y a une évolution, alors pas même une involution, parce que d'habitude c'est une immigration de proximité, c'est-à-dire Suriname, Brésil, Haïti. Aujourd'hui là, l'immigration vient de très loin et elle semble être organisée. Donc face à cette immigration-là, je pense qu'il faut répondre. Il faut répondre point par point à la problématique. C'est des gens qui viennent très loin, qui vont rester de passage en Guyane et qui vont partir vers la métropole. Donc, connaissant la trajectoire, on se pose la question de savoir si on veut vraiment freiner ce mécanisme. Et bon, ben oui, c'est l'État. Si les gens rentrent, si on avait mis des frontières intérieures comme Irakubo, comme à Bélizan, sur la route de Bélizan, je pense que on peut faire quelque chose. Donc ça c'est un pouvoir régalien qui appartient à l'État et l'État doit tout faire pour organiser pour qu'il n'y ait pas cette immigration qui devient une immigration sauvage, dangereuse sur le plan sanitaire, puisque comme vous le savez, il y a eu 2 cas de tuberculose et quand on fait un diagnostic de tuberculose, ça veut dire qu'il s'est passé pendant 3 mois avant, il s'est passé quelque chose. Donc il va falloir retracer le trajet de ces gens. Donc oui, c'est un problème à la fois un problème de politique, un problème local parce que la mairie de Cayenne doit réagir de façon encore plus vigoureuse qu'elle le fait, et c'est un problème de santé publique. Est-ce que cela signifie que les barrages qui sont érigés de part et d'autre ne sont pas suffisamment efficaces ? Il n'y a plus de barrage actuellement. Il n'y a plus de barrage puisqu'il n'y a plus de barrage sur les routes. Il y a ce qu'ils ont fait la douane volante. Non, je pense que ces gens-là, j'allais presque dire, là je reviens de Saint-Georges-de-l'Époque, je sais qu'il y en avait 7 encore qui sont en instance d'arriver sur Cayenne, et vous allez voir que les Amandiers vont devoir être encore réoccupés, voire un autre espace. Non, je pense qu'il faut que nos politiques, aussi bien nos parlementaires que les responsables de politiques locaux, ainsi que les mairies, puissent intervenir. Et moi personnellement, pour rien vous dire, je ne suis pas contre l'immigration. Je dirais même que c'est une aubaine. J'ai toujours dit que l'immigration en Guyane est une immigration, ce qu'on appelle en termes quotidiens, couteau cacao. Si vous ne l'organisez pas, si vous l'organisez pas dans l'objectif de pouvoir accueillir les gens, leur donner un emploi, leur permettre de s'intégrer, on va avoir que tout l'aspect négatif de l'immigration. Or, il y a un aspect positif que nous ne travaillons pas suffisamment pour pouvoir faire de cette immigration un avenir prospère pour la Guyane. Je suis moi-même enfant d'immigrés de Martinique et de cantons de la Chine. Donc non, c'est un pays d'accueil, mais à condition que cette immigration soit une immigration contrôlée, organisée et qu'elle soit bénéfique pour le pays, pour que les gens qui viennent ne viennent pas simplement aggraver la problématique sociale ou la problématique économique, mais apportent un plus et permettent donc ce pays d'avancer et d'avoir un bien-être collectif. On a soulevé la menace sanitaire. Quelles sont les autres menaces que cette immigration, selon vous, peut engendrer ?
Une menace économique, il va falloir donc permettre aux gens de vivre. Donc ils vont vivre sur quoi? Ils arrivent avec leur baluchon. Donc il faut leur donner à manger, il faut leur donner un toit, il faut leur donner, s'il y a des enfants, une éducation. Donc est-ce que déjà, si nous avons quelques difficultés pour pouvoir répondre à notre insuffisance ou notre faiblesse économique, si on vient ajouter, majorer ce handicap, eh bien, oui, pour parler simplement, qui est en cacacoque. Et les solutions, là, parce que les solutions doivent être rapides, qu'est-ce que vous proposez? Les solutions doivent venir de l'État, puisque l'État, c'est une compétence de l'État. Donc l'État doit soit organiser et ne pas laisser les gens à l'abandon comme ça sur un centre. Donc bien que je sais qu'il y a des efforts qui sont faits, on ne peut pas tout dire que négatif. Il y a des efforts qui sont faits, mais je pense qu'il faut bloquer le processus en amont. Donc on sait que les gens passent par le Brésil, ils arrivent facilement, passent par Saint-Georges, ils remontent, c'est même organisé, puisqu'il y a des voitures qui vont les chercher, tout est organisé. Donc de la même façon que l'organisation de cette immigration est faite, bien sûr probablement avec une participation d'État, je sais que la France a un système d'accueil d'immigrés et à la fois donc de demande de comment dirais-je, pour les gens qui sont en situation politique. Mais là pour moi, c'est au dehors d'un processus économique, c'est aussi, d'un processus politique, c'est économique. Donc on a déjà une économie fragile et qui est une économie de comptoir et une économie qui ne nous permet pas de n'auto-suffire. Donc on va venir aggraver le processus économique et la solution c'est la prise en charge de façon conséquente, adaptée à la situation et donc notamment à cette immigration qui est une immigration nouvelle. Ce n'est pas l'immigration qu'on connaît de proximité, de voisinage ou d'Haïti, parce que pour moi Haïti c'est presque on tend la main, c'est aussi la proximité Haïti. On est dans les Caraïbes, mais là ça vient de très loin. Donc si pour venir de très loin, vraisemblablement les gens qui viennent jusqu'ici ont des moyens. Vous pensez que derrière cette immigration, il y a des réseaux criminels? Je ne saurais pas vous dire, je n'ai pas étudié la question, mais il y a toujours, dans tout ce qui est immigration et qu'il y a un problème de sous-entendu entre guillemets économique, c'est-à-dire qu'il y a bien des gens qui profitent des misères des gens. On connaît ça, on connaît les gens qui profitent des misères des gens, et regardez tout ce qui se passe donc, dans la Méditerranée. Et oui, il y a probablement des réseaux souterrains et qui connaissent bien les filières et les fragilités du système. Autre sujet que j'aimerais aborder avec vous, Dr Belloni, c'est l'enclavement de la Guyane, d'une partie de la Guyane. Il y a quelques jours, les élus se sont réunis à Sinnamary sur cette question, il faut dire à l'initiative d'un collectif. Alors, quelle solution, vous, en tant que médecin, citoyen, guyanais, préconiseriez pour sortir de ces frontières qui se dressent à l'intérieur de la Guyane? Oui, on sait très bien que nous avons donc une répartition de notre population qui est victime donc de la colonisation et de notre histoire. Donc la population est répartie sur le littoral et à l'intérieur. Et pour pénétrer l'intérieur, on a toujours utilisé les fleuves et ça date des siècles. Ça n'a pas changé. On a quelques routes qui sont, on peut arriver sur le Maroni jusqu'à Apatou, c'est suffisant. On a une route qui entre Apatou, Maripasoula et Papaïstan qui coûte très cher et qui est incapable de se terminer puisqu'on a quelques 12 km sur 32, et alors qu'il y a eu un budget. On n'arrive pas à Camopi, on a en fait des zones, on n'arrive pas à Bélizan, on n'arrive pas à Saül, donc on a des zones, je prends l'exemple qui a été flagrant pendant la crise Covid, comme Dieu merci, ceux qui ont été protégés c'était ce qui était isolé, Wanari, Saül, pas de cas. Et oui, parce que pour arriver à Wanari, il faut prendre la pirogue et encore. Et pour arriver à Saül, il faut prendre l'avion. D'accord? Donc ces zones-là doivent être, et d'autant plus que notre richesse
est à l'intérieur, dans le centre de la Guyane. Dans le centre de la Guyane, moi j'ai connu des gens qui faisaient des fruits exotiques pour nous, tels que les pêches et choses comme ça, parce qu'on a un microclimat à Saül qui permet un développement agricole très important. À côté de ça, on a un sous-sol très riche. Toute la partie, la découverte de l'or qui s'est faite sur la Prouaille, et quand on est arrivé, les gens disent, mais on était mieux dans la décolonisation. On allait à Bélizan. On allait à l'intérieur, on allait à Sophie, à Saül, par des pistes. Aujourd'hui, on aurait pu. Mais ben oui, parce qu'il y a un moment, il y a une rupture. Il y a eu, j'allais presque dire, une chape de plomb qui est tombée sur la Guyane pour la couvrir et pour l'empêcher de se développer. Donc oui, plus que jamais, il faut un développement. Alors, un développement pour sortir ces gens de l'isolement, pour se déplacer, le chemin le plus simple, c'est la route. Vous pouvez marcher, vous pouvez prendre une bicyclette, ce n'est pas le chemin de fer ni l'aviation. Donc vous allez développer à la fois votre environnement immédiat et vous allez pouvoir communiquer de commune en commune. Donc oui, il faut une route à ce moment. Alors qui va faire la route? C'est de la compétence de qui? C'est de la compétence de l'État. L'État et avec une participation de la collectivité territoriale. Donc est-ce qu'on a localement la décision et le pouvoir et on a fait le choix politique de développement en mettant en place un réseau routier? C'est la question que je peux me poser. Donc aujourd'hui, je pense plus que jamais, et je salue le collectif Apache qui travaille ardemment et qui sans faire vouloir avancer les choses, mais il ne faut pas s'arrêter là. Là, on est dans l'analyse, l'explication. Aujourd'hui, je pense qu'il faut être dans l'action. Dans l'action, c'est quoi? C'est imposer aux gens qui nous dirigent, notamment à la collectivité territoriale, d'aller et de participer. La route de Grand Santi, Papaïchtan, Maripasoula, c'est Elie Castor. Hein. Moi, j'étais de ceux qui étaient à côté de lui. C'est Elie Castor qui a ouvert cette route-là. Aujourd'hui, ça fait plus de 50 ans, on est incapable de faire. Donc, on a l'impression de régresser. Donc, ah ben oui, alors je vais encore vous lâcher le mot. Faut-il être autonome pour faire ça? Non, je pense que les structures d'aujourd'hui nous permettent de mettre en place des choses. Donc bien sûr, l'autonomie va nous permettre d'aller peut-être encore plus vite et que si nous prenons des décisions nous-mêmes, nous pourrions avancer. Car vous le savez très bien que celui qui prend une décision pour vous, sans vous, prend la décision contre vous. Alors, un collectif c'est bien, mais est-ce qu'il ne faudrait pas consulter l'ensemble de la population sur cette question, la question de désenclavement de la Guyane? Je pense que la question est déjà posée. La première des choses, les gens vous disent, bon ben moi oui, si je veux aller chez un médecin, je dois prendre l'hélicoptère. Et en plus, ou l'avion, le régulier. Et vous avez connu la crise de déplacement aérien en Guyane, Air Guyane. Avion que vous ne pouvez pas prendre l'avion la nuit en Guyane, à l'intérieur. Donc je crois que oui, les gens savent qu'ils sont isolés. Pour aller, quand on va aller à l'université, si on est à Grand Santi, ah ben, il faut se déplacer pour revenir pendant les vacances. Si on n'est pas... Non, je crois que l'outil principal pour sortir ces zones isolées de l'enclavement, c'est la route. Donc plus que jamais, mais les tracés sont faits. Moi, j'étais gamin, j'entendais parler de Bézlison, les gens allaient avec des voitures, des camions, du temps au début de la décolonisation, je dirais plutôt de la départementalisation. Le premier préfet Vignon avait compris qu'il fallait désenclaver le pays. Et les désenclaver, on devrait pouvoir passer de Maripasoula vers Regina, aisément, de Maripasoula vers Grand Santi, aisément. Nous avons donc une démographie qui est une démographie galopante, tant sur le Maroni que sur l'Oyapock. Donc la population de Maripasoula est exponentielle. Et vous savez que dans la vallée du Maroni, le développement démographique est important. Et sachant que nos deux fleuves frontaliers ne sont pas des frontières, sont des espaces de vie. Et donc nous avons donc tout un intérêt d'avoir une coopération, même sur le plan routier. Maintenant, il faut répartir les responsabilités, savoir qui intervient, dans quel domaine et trouver les financements. C'est peut-être la partie la plus corsée de cette affaire. Oui, moi je pense qu'un service ou une organisation, une institution comme la CTG devra avoir ses spécialistes pour aller rechercher les finances.
quand on veut un peu, donc il faut trouver le financement, le partenariat avec l'État. Et j'ai souvent dit, l'État n'est pas un adversaire, l'État doit être un partenaire. À présent, quand vous êtes partenaire avec quelqu'un et que s'il joue les mauvaises cartes, vous dites ah non, non, on va perdre, hein, tu n'as pas joué, pour prendre la métaphore de la belote, tu aurais dû défausser là, laisse-moi faire, c'est moi qui se mette. Donc il faut que l'État apprenne à avoir un échange différent avec les départements d'outre-mer et notamment la Guyane qui est un pays qui est à la fois un territoire. Donc on doit changer nos échanges et nos relations avec l'État et l'État doit être un partenaire et parfois nous laisser faire. Certains appellent ça l'autonomie. Alors après l'enclavement, autre sujet, grand sujet d'actualité, c'est la production locale. Vous n'êtes pas sans savoir que le mois de novembre, c'est le mois de la viande locale. Et donc ce qui nous amène à évoquer notre balance commerciale qui est plus que déficitaire. Est-ce que vous avez pris conscience de cette question? Est-ce que vous avez là aussi des propositions à faire pour que la production locale soit boostée et qu'il y ait davantage de Guyanais qui se mettent tout simplement à produire local et à manger local également? Oui, donc on tourne toujours autour du pot, Monsieur Plaisir. Si vous n'avez pas le pouvoir de décision, si vous n'avez pas certaines rênes pour pouvoir conduire ce pays, tant sur le plan sanitaire, sur le plan développement routier, sur le plan économique, vous serez condamné à respecter les décisions prises par les autres. Donc effectivement, nous sommes dans le mois de la viande et pour cela, donc il faut la production locale. Pour qu'il y ait une production locale, il faut accompagner les agriculteurs. Il faut pouvoir faire de la pédagogie pour que les gens puissent consommer local. Donc toute une organisation qui devrait être mise en place. Si elle n'est pas mise en place, si elle est mise en place, il faudrait l'encourager à s'intensifier. Oui, il y a une production locale, elle est peut-être insuffisante et je ne dis pas bloquer, mais faciliter la production locale pour que la production extérieure ne vienne pas contrecarrer le développement et la production locale. Oui, tout passe par la production locale et la production locale va être le socle même de l'économie. Est-ce que le problème il n'est pas lié à la formation et peut-être même culturelle où pendant longtemps on a orienté nos jeunes vers le tertiaire et un peu moins vers l'agriculture? Oui, c'est vrai, parce que vous connaissez bien l'adage, hein, donc l'esclavage a laissé des mauvais souvenirs aux gens qui ont travaillé la terre, puisqu'ils ont travaillé la terre par obligation. Or la terre, c'est celle qui nous nourrit. Je pense qu'il faut donc toujours, et tout est dans la pédagogie, il faut éduquer les jeunes à aimer la terre parce que c'est elle qui est la nourricière d'un pays. Donc oui, il faut développer les écoles d'agriculture. Les écoles d'agriculture, les génieries en agriculture. Et je me souviens même, je disais au-delà de ça, faire un élevage de ce qu'on appelle les viandes de bois, nos animaux sauvages comme les pécaris, comme les agoutis, comme les caïmans. Si on fait un élevage, ce qui nous permettrait donc de respecter notre environnement et notre biotope, mais cependant, tout l'excès, l'Amérindien ou le Bochonnier, quand il va à la chasse, il ne va pas prendre 50 iguanes, hein. Il va en prendre 2-3 pour pouvoir ça, parce qu'il sait que c'est son garde-manger. Donc notre garde-manger, on peut le remplacer et le domestiquer. Ce qui est dans la forêt peut être remis au truc. Donc il y avait un ancien vétérinaire, je ne me souviens plus de son nom, j'avais lu un article dans les années 1930, il avait déjà cette idée-là de développer des animaux sauvages et de les domestiquer, et comme ça vous avez un renouvellement. Même pour l'économie, je pense à l'économie ou tout ce qui est industriel, tant que vous n'avez pas un système renouvelable, vous allez épuiser votre sol ou vos capacités. Donc oui, on a un système de renouvelable, c'est tout ce qui est les viandes et les animaux de notre forêt, qui est une forêt immense, dont il faut bien sûr utiliser avec beaucoup de parcimonie, car vous savez, science sans conscience n'est qu'urine de l'âme. Donc si vous ne développez pas de façon raisonnable avec des garde-fous, et l'écologie est là pour être un garde-fou, mais non pas une interdiction totale.
Alors pour terminer cet entretien, nous allons évoquer un sujet qui vous est cher. Je dirais même que c'est votre sujet de prédilection, c'est la santé. On voit qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours actuellement. Il y a le CHU, il y a également des centres de santé dans les communes isolées. Est-ce qu'on peut dire qu'on est sur une bonne dynamique? Une bonne dynamique, non. Une dynamique, oui. Parce que de toutes les façons, vous êtes obligé. Vous êtes obligé parce que la santé, c'est ce qui vous rappelle à chaque fois qu'il y a un déséquilibre. Vous n'allez pas bien, l'économie va chanceler, la transmission ne se fera pas, il y aura à chaque fois un handicap. Donc une population qui est en bonne santé, c'est une population qui est prospère. Donc aujourd'hui, vous me posez la question sur le CHU. Le CHU, bon, vous connaissez la discorde aujourd'hui entre est-ce qu'il faut réhabiliter l'existant ou est-ce qu'il faut un site nouveau. Moi, je ne suis pas un site nouveau, car souvent, moi j'ai eu l'expérience, j'ai réhabilité une maison, si je l'avais cassée et refait, j'aurais que ça a coûté moins cher. Et je l'aurais fait à mon goût et à truc. Donc non, je pense qu'il faut un nouveau site. À présent, qui va occuper ce CHU et pour qui il est fait ce CHU-là? Il est censé être fait pour les Guyanais. Quand je dis les Guyanais, les gens qui vivent dans ce pays, pas le Guyanais cané, le Guyanais qui vit et qui a fait le choix de vivre dans ce pays-là. Donc si vous n'organisez pas un CHU avec un personnel, quand je dis un personnel à tous les niveaux, qu'il soit professeur, qu'il soit praticien spécialisé non professeur, qu'il soit infirmier, qu'il soit tout le monde, les métiers de la santé doivent être recueillis, formés ici. Or, on n'a pas de formation. On sait que la formation est insuffisante. Vous vous rendez compte, on est en plein désert lunaire, même pas désert médical. En Guyane, on a un numéro exclusif de 18. Il fallait faire passer minimum 50. Donc former, d'ailleurs le Cuba, Fidel Castro et Che Guevara, qui étaient médecins, ont compris très tôt qu'il fallait former le masse. C'est ce qu'ils appelaient le masse médical. Donc j'allais presque dire qu'il faudrait faire un masse médical dans le sens de plusieurs des métiers de la santé. Former, que ce soit les éducateurs, que ce soit les médiateurs, que ce soit les médecins, que ce soit les trucs, tout le monde médical, et pouvons-nous le faire? Oui, nous pouvons le faire à condition que nous ayons la volonté politique de le faire. Donc ça passe par la formation. Et puis bien sûr tout ce qui est investissement. Donc ça je pense qu'on pouvait le faire. On n'a pas besoin d'être autonome pour pouvoir. Il faut, et je le redis, c'est l'échange qu'on doit avoir avec l'État. Un échange de partenaires et de collaborateurs. Donc l'État doit nous écouter. Parce que nous connaissons, nous vivons dans le pays. Nous sommes dans un espace amazonien. Nous ne sommes pas dans un espace européen. Par contre, nous devons avoir des échanges avec l'Europe, car nous sommes la porte ouverte, l'entrée de l'Europe par la Guyane, parce que vous avez bien vu que le Suriname passe sur nous sommes une porte d'entrée. Donc nous avons cette facilité-là. Donc l'Amazonie en lien avec l'Europe, avec notre métropole, mais à condition que nous pouvions décider des choses qui nous sont spécifiques et nous sont indispensables pour l'évolution de ce pays. Donc la santé, plus que jamais, avec un CHU qui soit un CHU pour les locaux, avec les locaux. Il y a une deuxième année de médecine qui s'est ouverte cette année à l'Université de Guyane. C'est une bonne chose ? Je ne dirais pas que c'est une bonne chose, je dirais que c'est une chose excellente et elle est suffisante. Nous devons pouvoir, bon, je crois comprendre que bon, s'il y a eu un numéro exclusif de 18, ils sont au-dessus de 18 parce qu'il y a des gens qui peuvent partir ailleurs et donc ils doivent être autour de 12 à peu près, donc ça reste insuffisant. Donc oui, c'est une bonne chose, mais ça reste insuffisant. Donc je me permets de vous dire qu'il y a 30 ans, je voulais le faire, donc on a du retard. Bon, si on le rattrape, pourquoi pas. Donc plus que jamais, vous savez mon combat pour le CHU. Vous regarderez tout ce que j'ai écrit avec Elie Kassor, nous avons déjà cette décision avec Georges Otili, deux visionnaires guyanais dont je fais référence souvent. J'ai eu l'occasion de travailler plus particulièrement avec Elie Kassor pour l'accompagner dans les décisions médicales. Aujourd'hui, les décisions médicales que nous avons prises, c'est elles qui ont fait bouger le système, et il y a des décisions aujourd'hui qui doivent être prises de façon beaucoup plus politique et avec plus j'allais même pas d'acharnement, avec plus de détermination, et nous manquer ça. Docteur Belloni, merci. Merci Monsieur Plaisir. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous
sur Radio Mayuri.